Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario, comment vas-tu? Très bien. Voyage de Monsieur Trump qui était surtout marqué, par les images, le faste, le décorum qu'on a déployé pour lui faire plaisir. Les contrats évidemment signés, donc beaucoup de signes de pièces. Mais est-ce qu'il y a aussi un aspect diplomatique, politique et diplomatique qu'il faut en retenir pour cette région du monde? D'abord, je dirais qu'on a été beaucoup absorbés, et pour de bonnes raisons, par l'affaire du Boeing 747 qui est offert en cadeau aux États-Unis et évidemment à M. Trump par extension, parce que c'est gros, parce que ça fait se poser des questions sur les règles d'éthique, mais il ne faudrait quand même pas oublier. Alors, je commence par la valse des milliards parce qu'elle est importante, mais la question que tu poses est aussi importante. C'était pas juste une tournée commerciale, c'était un voyage très politique et diplomatique avec des conséquences qui, je pense, vont pouvoir être mesurées longtemps. Mais en termes de milliards, je voyais hier M. Legault qui s'est déplacé dans la région du Saguenay pour annoncer un investissement de 1,5, 6, 7 milliards. Et tous les politiques du monde, évidemment, adorent annoncer que des investissements vont être faits. Quand le président Macron se déplace, il va vouloir confirmer qu'il y a eu des ventes d'armes. Et c'est des choix, de belles transactions. Dans ce cas-ci, c'est quand même des sommes colossales. Puis on sait jamais. Pas un échec. Puis on sait jamais exactement, Stéphane, qu'est-ce qui relève de l'utilité du politique. Mettons Qatar Airlines, là, c'est une compagnie aérienne qui a énormément de succès. 210 Boeing. Oui, il y a énormément de succès. Je veux dire, ils ont besoin d'acheter des avions chez Boeing. Là, mettons que Trump va pas là pantoute, mettons que Trump se fout d'eux autres. Je veux dire, pour voler, pour transporter des passagers, ça prend des avions, là. Fait que, ils vont finir par en acheter quand même. Tout à fait d'accord. Est-ce que c'est Trump qui a facilité ou fait la transaction? D'aucune manière. Peut-être. Mais c'est la capacité peut-être de régler les derniers détails. L'Arabie Saoudite qui promet d'investir à peu près 600 milliards en achats et investissements de toutes sortes. C'est une fonderie d'aluminium en Oklahoma, 4 milliards, c'est les Émirats arabes. Donc, tout ça ensemble, ça fait qu'il peut se retourner vers ses électeurs et dire, regardez, la méthode Trump fonctionne. On a fait rouler les milliards. Et ta question, en fait, ton affirmation, elle est censée. Est-ce que Qatar Airways s'est découvert un besoin il y a 2 semaines puis a attendu que M. Trump leur torde le bras? Pas du tout. Mais c'est certainement des conditions propices à faire en sorte que les choses se mettent en place. Ça, c'est la façade. C'est les dollars, c'est le décor de ces séances de signature qui, évidemment, retient un peu l'attention. Mais on se disait, c'est une tournée que commerciale. Or, c'est une tournée essentiellement aussi politique. C'est-à-dire? D'abord, il dit à l'Iran, vous n'êtes pas condamnés à être pour toujours nos ennemis. On vous tend la main, on veut s'entendre. Rares sont les présidents, sinon M. Obama, effectivement, avec les Européens, qui avaient tenté de trouver sur le nucléaire une entente, mais rares sont les présidents qui, face à l'Iran, qui est un ennemi irréductible depuis la prise des otages à l'ambassade en 1979, ont eu cette espèce de culot de dire on n'est pas condamné à être pour toujours des ennemis. C'est plus qu'une main tendue, c'est probablement la confirmation que les 3 premières rondes de négociations ont commencé à donner quelque chose parce que les Iraniens et les Américains, on en a souvent parlé, se sont vus à quelques reprises et ont entrepris des négociations directes, ce qu'ils ne faisaient pas depuis très longtemps. Sur la Syrie, alors, on est dans le monde de la réelle politique, c'est-à-dire que Trump dit « je vais faire affaire avec l'homme fort », même s'il y a du sang sur les mains, même s'il y a du sang d'Américains sur les mains. C'est quelqu'un qui est encore considéré comme un terroriste, mais c'est quelqu'un qui dit « je veux changer, je veux faire des deals », et il pose un geste radical. Depuis 1979, depuis que le père du président Assad, le premier des Assad, était au pouvoir, les Américains ont imposé des sanctions économiques, pas toujours très sévères, mais depuis 2011, très sévères, qui ont complètement étranglé le pays. Et on dit, on va les lever, ces sanctions économiques. C'est pas réglé, hein. By the way, sur le pétrole et sur un certain nombre de choses, il va falloir qu'il ait l'appui du Congrès. Puis il y a un sénateur républicain, Lindsey Graham, qui est, lui, beaucoup moins convaincu des bonnes dispositions du patron Al-Shara que ne l'est M. Trump. Mais
ça change tout parce qu'il y a d'abord potentiellement un chantier de reconstruction en Syrie, une espèce de plan Marshall pour reconstruire la Syrie. Et qu'est-ce que dit Al-Shara? Je suis un transactionnel comme vous, Monsieur le Président, puis si j'ai à choisir entre les Américains ou les Chinois pour venir reconstruire, ben finalement, moi, si vous m'ouvrez la porte, je suis prêt à faire affaire avec les Américains. Et c'est le pari que fait Trump. Et c'est ce que voulait entendre Trump, en fait, là, que les joueurs se tournent vers lui plutôt que vers la Chine. Et ce que la France avait commencé à faire en le recevant la semaine dernière, Al-Shara, et aussi la possibilité pour les États-Unis, c'est un vieux projet de Donald Trump, c'est de retirer les soldats américains qui sont présents en Syrie, sur le sol syrien. Le Pentagone avait refusé littéralement d'écouter les instructions. Alors, c'est pas des quantités folles de soldats américains, il y en a quelques centaines, particulièrement dans le Kurdistan, une portion importante du territoire qui n'était pas sous le contrôle du gouvernement. Et le président dit non, on veut retirer nos soldats, et cette fois-ci sera peut-être la bonne si on arrive justement à construire quelque chose de solide en Syrie. Je suis pas sûr que ça soit du tout acquis, et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont mourir pour de mauvaises raisons là-bas, mais il fait le pari qu'il faut composer avec celui ou celle qui a les rênes du pouvoir. Et ça m'amène au discours qu'il a prononcé cette semaine à Riyad. On n'en a pas parlé. On n'a pas parlé de ce discours de Riyad. Or, je crois qu'il est fondamental. Comme on pensait que Barack Obama, quand il est allé au Caire pour faire ce grand discours au monde musulman, quelques mois après avoir été élu, allait changer radicalement les rapports entre les États-Unis et ses nombreux interlocuteurs dans le monde musulman. Qu'est-ce que dit aujourd'hui Donald Trump? C'est qu'on peut pas imposer par la force nos valeurs. On ne peut pas proposer le modèle américain en forçant ou en tordant le bras de pays qui n'ont pas les mêmes histoires, les mêmes racines, qui ne pensent pas non plus que les choses se font de la même façon. Quand il parle de la splendeur de Riyad où il était, ou d'Abu Dhabi, il dit que c'est pas le fait des néo-conservateurs américains ou de ceux qui voulaient faire du nation building, de la construction de nations, de pays, de force. C'est parce que justement, vous avez su, ici, parlant des gens en Arabie Saoudite, aux Émirats, vous avez su trouver un chemin qui était le vôtre et qui a généré de la prospérité. Évidemment, tu pourrais me dire, ouais, mais c'est pas une démocratie. Ouais, mais, et c'est ce qu'il dit. Ça nous regarde pas, nous les Américains. On n'est pas là pour donner des leçons de morale. On a, au fil des années, et c'est un discours qui est presque de gauche, Mario. Il dit, on a détruit des pays, des nations complexes qu'on ne comprenait même pas. Il parle probablement de l'Irak, il parle probablement de la Syrie, parce que les Américains ont participé effectivement à la destruction, de l'Afghanistan. Et c'est surprenant d'un président républicain, parce que je te dis pas que c'est un discours de démocrate. Les démocrates ont toujours dit qu'il fallait justement, au nom des valeurs américaines, intervenir. Il dit non, ça nous regarde pas. La paix, la prospérité et le progrès ne peuvent être imposés de l'extérieur et par la force. Ça se développe via les traditions propres à chaque pays, à chaque culture. Et plus encore, il dit, c'est la fin de la puissance américaine militaire qui dispenserait la justice et sanctionnerait tous les leaders qui sont moralement fautifs aux yeux des Américains ou de l'Occident. Il dit, ça nous regarde pas. Vous renez votre show à votre manière, et si on a, nous, des intérêts qui nous lient à vous, tant mieux, on pourra faire des affaires, mais on n'ira pas intervenir. Alors, ce qu'il dit, fondamentalement, les Russes, c'est pas comme nous, mais si ils veulent faire les choses d'une certaine manière et que ce n'est pas la nôtre, ça ne nous regarde pas. Les Chinois, même chose. En Arabie Saoudite, régime autoritaire, on l'a souligné aussi quelques fois, M. Ben Salman a exécuté un de ses opposants qui, plus encore, vivait aux États-Unis. Il l'a exécuté parce que, justement, il le critiquait. Aujourd'hui, M. Trump passe l'éponge, fait comme si ce n'était jamais arrivé. Pourquoi? Parce qu'il dit, moi, je vais dealer avec le réel. Et le réel, c'est que c'est lui le patron et qu'on a des intérêts communs. Et au nom de ces intérêts communs, on va travailler, si on le peut, mais surtout, on ne vous donnera pas de leçon de morale. Alors, évidemment, je suis certain que plusieurs se disent, mais c'est odieux. C'est un personnage immoral, sinon amoral. La vérité, le général de Gaulle le disait, c'est que les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Des intérêts. Exact. Et Trump le confirme en disant, nous, on ne va pas ou plus intervenir au nom d'une morale supérieure, en engendrant plutôt la destruction que en livrant la paix et la prospérité aux pays qui l'attendent.
Dans tout ça, t'as pas parlé d'Israël, pourtant il était tout près, là. Il était aux abords. Ouais. Tout ce voyage s'est passé aux abords d'Israël. Marco Rubio, pendant que M. Trump était dans la région, Marco Rubio a dit, c'est une des premières fois là, qu'en des termes aussi clairs, qu'il s'inquiétait là, de la situation humanitaire à Gaza, des reportages au Royaume-Uni, des reportages de médecins britanniques sur les hôpitaux à Gaza, sur ce qui s'y passe. Est-ce que les Américains s'impatientent avec Netanyahou? Ben, on pourrait le souhaiter, parce qu'il se passe des choses qui sont absolument tragiques. Je sais même pas si on peut trouver les mots pour décrire ce qui se passe à Gaza. Et c'est des populations civiles qui sont aux premières loges. C'est une famine, en fait, et c'est une famine sérieuse. L'aide humanitaire ne se rend plus depuis le début mars. C'est pas la première fois qu'on le dit, et c'est certainement pas la dernière fois qu'on le dit non plus. Le fait, effectivement, d'avoir court-circuité Israël lors de ce voyage, c'est pas la fin des rapports. Ce seront toujours entre Israël et les États-Unis des rapports plus qu'amicaux. C'est une des coopérations militaires les plus organisées entre les États-Unis et un de ses alliés. Je pense que M. Trump et M. Netanyahou sont sur la même longueur d'onde, mais c'est un message. Et quand M. Rubio dit ce qu'il a dit, c'est un message qui est envoyé. On ne peut pas avoir des intérêts, justement, nous, Américains et Israéliens, mais qui se feront toujours aux dépens d'une population qui pèse aussi dans l'opinion publique, et là-dessus, Donald Trump n'est pas complètement dupe. Alors oui, je crois que c'était un message fort qui était envoyé. On a aussi parlé de ça cette semaine, quand Donald Trump a accepté de négocier directement avec le Hamas pour libérer un otage israélo-américain et faire en sorte que les Israéliens ne soient pas dans l'affaire. C'est aussi un message. Et s'il a pu parler avec Al-Shara, est-ce qu'il ne pourrait pas aussi parler avec les leaders du Hamas? On peut ne pas les aimer, mais c'est pour l'instant les seuls représentants avec l'autorité palestinienne, mais qui n'a aucune autorité sur Gaza. Est-ce qu'il pourrait parler avec les leaders du Hamas? Ça serait, évidemment, révolutionnaire. Ça indisposerait souverainement les Israéliens, et je le comprends. Mais dans l'univers Trump, c'est parfaitement possible de le concevoir, alors que, pendant ce temps-là, des Ukrainiens, des Américains, des Turcs et des Russes essaient de redémarrer le processus de négociation là où il avait été laissé, à Istanbul, il y a 3 ans. Mais l'improbable dans tout ça, c'est que même si c'est pas au plus haut niveau, il y a des conversations qui, en ce moment, ont lieu directement entre les Russes et les Ukrainiens, avec les Ukrainiens qui dénoncent le fait que les Russes voudraient en ce moment exclure les Américains de la négociation. Je ne sais pas de quoi il en retourne exactement, mais ce que je comprends, si c'est pas concluant, c'est que le processus qui a été plus d'une fois canardé, on disait ça marchera pas, on n'y arrivera pas, est un petit peu plus loin aujourd'hui, ce processus de paix, qu'il ne l'était il y a quelques jours. On ne croyait plus que les Russes et les Ukrainiens se parleraient. Je suis pas sûr qu'on va avoir une entente signée la semaine prochaine, je suis même convaincu. Non, mais ils n'ont pas claqué la porte hier après une journée. On dit qu'ils sont encore en discussion aujourd'hui. Merci beaucoup, Stéphane. Salut Mario, et bon week-end. Bonne fin de semaine.